Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne qui va consister en vous présenter les nouveautés qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de janvier. Il y en a quelques-unes, des achats que j'avais prévus, que j'avais repérés d'avance et des petits achats compulsifs comme on les aime, euh, voilà, qui viennent rythmer l'année aussi. Alors, le premier, ça va être La Petite Apocalypse, donc de Tadeusz Konwicki. J'ai un petit peu peur d'écorcher toujours les noms, notamment des auteurs d'Europe de l'Est. Et il s'agit ici d'un livre qui s'avère être une critique de l'Europe, n'importe quoi, de la Pologne, voilà, sous le communisme, j'imagine. Donc on va avoir de l'absurde, on va avoir de la critique. Je pense que l'absurde va être poussé à son paroxysme pour montrer certaines situations politiques et sociales qui tendent à pas être idéales. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'apprécie beaucoup le fait que ce soit un livre qui a été publié au départ dans la clandestinité, donc moi je trouve ça toujours très attrayant. Je me dis que ça peut effectivement contenir une critique sociale et politique assez forte. Après, j'ai peur de pas tout comprendre. Je suis pas tout à fait au fait de l'histoire de la Pologne, l'histoire politique de la Pologne. Mais bon, si c'est un livre qui peut aussi ouvrir des portes de recherche pour en savoir plus, bah, je suis preneuse. Par ailleurs, donc j'ai pas dit l'éditeur, il s'agit des éditions du Typhon, qui sont une maison assez jeune, une maison marseillaise. Et depuis l'hiver dernier, même l'automne dernier, c'est vrai que quand je croise un livre des éditions du Typhon, j'ai tendance à l'acheter. J'en ai commencé un, mais je suis pas allée très loin. Il faut vraiment que je me prenne une journée tranquillement ou 2 jours, ou comme ça je peux répartir un peu ma lecture. Mais ce sont des livres où il faut vraiment être focus. En tout cas, moi, pour moi, ceux que j'ai achetés. Celui-ci, je pense que ce sera le cas aussi. Mais en tout cas, ce sont des livres qui font pas mal du lien avec la mémoire, avec des traumatismes. Voilà, donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et honnêtement, magnifique. Couverture absolument magnifique. Et pour une maison assez jeune, moi, je trouve que le travail éditorial est vraiment de qualité. Voilà, parfois ça se joue à quelques détails, hein, le fait de craquer sur un livre ou de se dire ah bah tiens, ça c'est une maison que je connais pas, j'ai bien envie de me faire un petit focus dessus. Et ben ces détails-là, les éditions du Typhon, ben, moi ils ont coché les cases qu'il fallait. Donc voilà, j'ai commencé certaines choses qui n'ont pas encore abouti, mais je compte bien cette année faire un joli coup de loupe sur cette maison. Et la petite Apocalypse rejoint cette collection-là. Ensuite, j'avais pas du tout repéré, non, celui-ci, je l'avais pas repéré, et en le croisant au travail, je n'ai pas pu résister. Il s'agit de L'art de fuir, enquête sur une jeunesse dans le ghetto, d'Alice Goffman. Et donc Alice Goffman, c'est une docteure, elle est docteure en sociologie, il me semble. Et en fait, il s'agit de l'adaptation en livre de sa thèse de doctorat qui s'intéresse aux quartiers de Chicago, quartiers pauvres, dans lesquels souvent on a beaucoup de population afro-américaine. Donc voilà, principe de ghettoisation sociale. Hein. Et donc cette thèse-là vient montrer un petit peu la vie du ghetto et notamment va explorer les principes de violence policière accrue sur les populations noires et sur le cercle vicieux en fait de la pauvreté et des violences étatiques. Donc moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà, si vous ne connaissez pas mon blog, et c'est normal, c'est relativement normal, hein, c'est un bébé blog encore, hein, 2 ans, et vous allez découvrir que j'aime beaucoup me renseigner et me documenter sur les questions de racisme d'État, notamment aux États-Unis, qui s'est quand même pas mal illustré sur la question. Donc voilà, ça me... Et j'ai raconté n'importe quoi, c'est pas du tout Chicago, c'est Philadelphie. Voilà, bon.
on est quand même dans le bon pays, heureusement. Donc voilà. Et elle doit... Est-ce qu'elle est doctorante en sociologie ou en ethnographie? Telle est la question, mais ça n'enlève rien au fait que cette étude a l'air passionnante. Je l'ai commencé, enfin j'ai commencé. Quand j'achète un livre, j'aime bien lire les premières pages, ça me donne une petite température, et alors là, c'est écrit et abordé d'une façon assez impressionnante. Directement, on rentre en faisant la connaissance de personnes qu'elle a rencontrées et qui ont des parcours de vie vraiment symptomatiques de ces ghettos et de la façon dont ça fonctionne dans ces ghettos. Et vraiment, c'est... Première page, je me suis pris une claque, déjà. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'attaquer complètement. Et donc, c'est au Seuil. C'est au Seuil, et c'est sorti début janvier. C'est sorti peut-être le 15 ou 16 janvier. Vraiment, là, c'est tout frais. Ou tout chaud, comme vous voulez. Ensuite, j'ai trouvé Nord, donc de Meret Lindstrom, aux éditions Cambourakis. Donc, Cambourakis, c'est vrai que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup aussi. Tout ne me plaît pas, hein, tout ne m'intéresse pas, mais par contre, régulièrement, je trouve de jolies petites pépites. J'aime beaucoup aussi leur travail éditorial. Oui, là, on vient de se rendre compte que je suis assise par terre et que je sens déjà plus mes fesses. J'aime beaucoup aussi leur travail éditorial sur les romans graphiques. Voilà. Et donc, celui-ci, il m'a tapé dans l'œil dans le sens où il est post-apocalyptique. Enfin, pas tout à fait non plus, mais post-catastrophique, en tout cas. Et on va suivre... donc, je l'ai commencé, on sent mon petit marque-page. Et on va suivre un jeune homme qui marche, et qui veut se rendre au nord, toujours au nord, d'où le titre. Et ça va être l'histoire de cette marche, les rencontres qui seront faites. Et je pense avec des moments qui expriment une grande humanité en même temps qu'une grande inhumanité. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment, je suis au début. La façon dont les choses sont amenées, on ne peut pas s'empêcher de penser à des faits qui se sont déjà produits, dont on commémore actuellement la libération, notamment d'Auschwitz-Birkenau. Voilà, moi il y a vraiment des passages qui m'ont fait penser à la Shoah, voilà. Mais a priori c'est une catastrophe non déterminée, donc les pages, pas mal de pages qui me restent, vont me permettre de mieux me positionner sur le propos, mais on est vraiment dans la fuite, dans l'espoir d'arriver quelque part et de se retrouver aussi. Parce que ce jeune garçon qui a 17 ans, finalement il a aujourd'hui le corps d'un vieillard, il ne se reconnaît plus. Et on lui a enlevé ce qu'il était, et la fuite sur les routes, c'est peut-être aussi un chemin pour se retrouver soi-même. Voilà, je sais pas, toutes les hypothèses sont ouvertes. En tout cas, il s'agit d'une auteure norvégienne, donc a priori très connue en Norvège et en Scandinavie, mais aussi dans le monde anglo-saxon, si j'ai bien compris. Et très peu traduite. Est-ce que c'est la première traduction en français de ces textes? Mais ça se lit merveilleusement bien. Alors c'est très lourd, hein, c'est quand même l'air est assez épais, mais ça se lit bien, et c'est vrai que je suis assez étonnée que ce soit une auteure peu connue en France et éventuellement peu traduite. Donc bravo aux éditions Cambourakis. Moi c'est mon livre de chevet en ce moment, que j'alterne avec d'autres petites choses parce qu'il est quand même bien... Enfin, si vous n'avez pas le moral en ce moment, c'est pas la peine, hein. Attendez le printemps. Voilà, c'est une très très chouette découverte, et en tout cas d'auteur. Je rééquilibre à chaque fois parce que le sujet est quand même pas évident, mais une plume qui promet d'être assez marquante pour moi. Donc un autre livre acheté au mois de janvier et que je suis très contente d'avoir trouvé, que je n'avais pas du tout repéré alors que c'est vraiment dans mes sujets de prédilection. Il s'agit de Ferdinand Peroutka et son roman Le nuage et la valse.
Donc ce roman, à l'origine, c'est une pièce de théâtre, donc écrite fin des années 40, début des années 50, je n'ai plus la date exacte. Et il se trouve que Ferdinand Peroutka était un intellectuel tchécoslovaque qui a vécu la montée du nazisme, l'invasion de son pays par les troupes allemandes, et qui n'avait pas peur de s'opposer aux idées politiques, qui était du genre à dire ce qu'il pensait. Il y a une très très bonne introduction à ce livre qui remet bien les choses en place, que ce soit au niveau de l'histoire de la Tchécoslovaquie. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que voilà. Et la façon, enfin l'histoire de l'auteur, la façon dont cet auteur est revenu sur le devant de la scène récemment en 2015, je crois, de façon un petit peu révisée, revue, pas corrigée. Voilà, et donc c'est un auteur, c'est un intellectuel qui à l'époque a été interné à Dachau dans un premier temps, avant d'être interné ensuite. Ensuite. Je l'ai lu il y a quelques minutes parce que j'ai dû vérifier une info et je l'ai déjà oublié. Mais la mémoire est quelque chose d'extraordinaire, un mystère pour moi. Oui, et ensuite il va être intégré, parce qu'il va pas aller, non, il va être interné à Buchenwald, et donc il va connaître les camps de concentration jusqu'en 1945, c'est-à-dire qu'il va passer quasiment l'intégralité de la guerre interné. Et à la sortie, la libération, il va préférer l'exil à la situation de son pays, à qui il ne plaît pas trop. Donc il part aux États-Unis et il va écrire une pièce de théâtre qui va relater son expérience concentrationnaire, traumatique évidemment. Et de cette pièce de théâtre va sortir le roman. Il va écrire le roman ensuite avec énormément de compléments. Et ça nous fait un joli petit bébé de quasiment 600 pages. Je l'ai commencé. J'ai pas pu résister, je l'ai acheté, je l'ai commencé. Ça se lit incroyablement bien. On pourrait se dire un auteur tchèque, c'est écrit, la première version a été écrite en 48, 49. Je sais pas ce qu'on pourrait se dire d'ailleurs, enfin si, ça peut un petit peu intimider. Se dire que dans la langue, ça peut être parfois déstabilisant, qu'on sent les années qui sont passées. Pas du tout. Vraiment, on sent... c'est très bien expliqué d'ailleurs. Je trouve que la présentation, les premières pages de présentation sont tout à fait vraies. On sent vraiment la patte journalistique de l'auteur et ça se lit avec une fluidité incroyable. Donc voilà, moi pour l'instant, j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, le personnage qui va subir l'internement, parce que le texte reprend vraiment ce moment de sa vie, mais de manière complètement fictive, avec des personnages qui ne sont pas lui. Voilà, pour l'instant, ça se lit très très bien. Il y a vraiment des moments piquants, des moments grinçants. Des moments très très troublants, mais voilà, on sent beaucoup de points de vue différents. Voilà, c'est des points de vue d'ailleurs que heureusement parfois on ne partage pas, parce que bien sûr la question de l'antisémitisme est présente. Donc voilà, moi j'adhère. Voilà, pour le moment, rien à dire. On verra dans 550 pages, ce que j'en pense. En tout cas, super maison d'édition aussi, que j'aime beaucoup. Jusqu'à présent, j'avais acheté des livres beaucoup plus petits, mais celui-ci s'est imposé de lui-même. Voilà. Ensuite, et on continue sur la question de l'internement
avec Alexandre Solzhenitsyn et Une journée d'Ivan Denisovitch. Donc Solzhenitsyn, j'avais exploré rapidement il y a quelques années avec Le pavillon des cancéreux, que j'ai jamais terminé, que je vais reprendre pour terminer cette fois-ci. J'avais beaucoup aimé sa façon d'écrire dans Le pavillon des cancéreux. Et donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu celui-ci. En plus, c'est vrai qu'il est tout petit et voilà, c'est sur le goulag. Donc je crois que vous commencez à, à visualiser pardon, un petit peu mes sensibilités littéraires, même si ça va au-delà. Et donc voilà, quand je lis en 1962 avec ce texte inoubliable écrit en 2 mois dans une langue vive, truculente et lyrique, Solzhenitsyn et le monde du goulag entré en littérature, impossible de résister pour moi. Après, on sent effectivement énormément l'urgence, cette écriture de l'urgence qui transparaît par le fait qu'il ait été écrit en 2 mois. Je le trouve... J'ai pas été loin du tout pour le moment, hein. J'avais pas souvenir d'une langue comme ça, donc je pense que vraiment entre celui-ci et Le pavillon des cancéreux, ça n'a pas du tout été la même démarche d'écriture, ça n'a pas été du tout le même... comment dire, la même proximité avec le sujet, c'est-à-dire que là on est vraiment dans du très personnel, hein, parce que le goulag, l'auteur l'a connu, donc c'est... Voilà, je pense que c'est pas la même distance par rapport au sujet. Et là effectivement c'est une langue très vive et parfois difficile pour moi. Alors on comprend, hein, mais bien sûr, enfin c'est pas difficile dans le sens compréhension, mais plutôt dans le sens de la syntaxe, du rythme. Voilà, moi pour l'instant c'est un petit peu difficile, mais je vais insister. Après, vu que je me suis lancée dans 50 000 lectures en parallèle, bon, je pense que je ne m'aide pas, tout simplement. Et, mais non, celui-ci, il est en petite pause pour le moment, mais je vais le reprendre rapidement. C'est juste que je suis incapable de résister aux premières pages dès que j'achète un livre, c'est terrible. Et donc un autre livre, il s'agit de L'échelle de la mort de Mabdou Azam, et, qui est un auteur syrien. Voilà, et ici il est question de la mort d'une femme reconnue coupable finalement d'actes d'amour. Voilà. On est sur des questions parfois mortifères liées à l'honneur familial, à l'honneur masculin. On est sur les libertés des femmes, la question de la liberté des femmes, notamment la liberté sexuelle, si ce n'est la liberté tout court. Je l'ai commencé, j'ai pas pu résister. C'est un récit pour le moment qui est quand même très exigeant émotionnellement, c'est vraiment dur. Et je me suis arrêtée à un moment donné où je sentais que je perdais un petit peu pied avec une vision masculine. Donc voilà, je vais le reprendre, c'est comme d'habitude. Je ne sais pas résister aux premières pages, donc je vais le reprendre. Il est tout petit, mais ça ne veut rien dire, effectivement. Ce n'est pas qu'une question de taille, on ne cesse de le répéter. Il fait 102 pages, donc là j'en suis quasiment à la moitié. Donc voilà, un livre éprouvant, je pense que... Voilà, moi j'ai fait une pause à un moment donné, je vais le reprendre et je suis curieuse de savoir si je suis la seule à devoir faire une pause dans ce livre-là. Mais c'est une très belle écriture. Ouais, non, pareil, pas repéré, mais irrésistible. Voilà, sur son sujet. Ah bah là, il n'y a plus mon marque-page. Non mais vraiment, c'est pathologique, hein, le fait de commencer des livres comme ça. Je sais pas combien de livres je lis en parallèle, mais... J'ai trouvé Maintenant et à l'heure de notre mort de Susana Moreira Marques, donc une auteure portugaise, qui est journaliste, il me semble. Voilà, elle est journaliste à la base et en fait, suite à un reportage, elle a publié ce roman. Donc là, qui est traduit, hein, elle n'est pas francophone. Et donc, c'est paru aux éditions Do. Ah oui, j'ai pas donné les autres éditions. C'est malin. Donc ça, c'était Actes Sud. Hop, voilà. Et Solzhenitsyn, c'était Pavillon Poche. Voilà. C'est réglé. Donc là, on est aux éditions Do. Enfin, chez les éditions Do, qui est une maison d'édition pareil que j'apprécie beaucoup. Une petite maison que j'ai découvert l'an dernier. Et ça a été une rencontre.
une rencontre entre le papier et moi, une rencontre voilà, qui ne s'explique pas, qui se vit, voilà tout. Et donc désormais je les collectionne. Voilà, c'est tout simple. Alors celui-ci va se concentrer en fait sur un reportage qu'a fait l'auteur. Elle a été à la rencontre de plusieurs personnes qui faisaient l'expérience de la fin de vie. Pour des questions parfois tout simplement de vieillesse ou pour des questions de maladie. À des âges où on estimerait que c'est plus juste de mourir qu'à d'autres, et à des âges où on estime que ce n'est pas juste de mourir. Quoi qu'il en soit, la mort est absolue et irrémédiable pour tous. Voilà. Donc voilà, elle se concentre sur ces derniers moments, sur ce qui a fait une vie, sur ce qui a fait leur vie, sur ce qui les rend uniques, sur les regrets, sur les derniers jours, sur la façon dont ils approchent leur propre mortalité, sur la façon dont les proches approchent leur mortalité. C'est remarquable. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet auquel il faut se confronter. Personne n'est à l'abri et je trouve qu'il y a énormément de dignité et d'humanité dans la façon dont elle parle de ces personnes qu'elle a rencontrées. La façon dont elle-même se familiarise avec la mort de ces personnes qu'elle rencontre, avec le concept même. Moi, je trouve ça remarquable. J'ai bien avancé. Ça, c'est mon livre de bus en ce moment. Voilà, donc c'est mon livre pour aller au travail et rentrer du travail. Donc, oui, je suis à peu près à la moitié. On va dire que dans 3 trajets, c'est bon. Dans 3 trajets, je pourrais pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà, non, je trouve que c'est vraiment un titre qui correspond très bien à cette maison d'édition. J'ai pas encore lu tous leurs livres, loin de là, mais de ce que j'en ai lu, c'est vraiment une maison qui aborde les vies avec une extrême délicatesse. C'est plein de poésie. Il y a voilà, des littératures comme ça singulières et en même temps très abordables. Et voilà, je trouve ça vraiment remarquable dans cette maison-là. Et ils ont toujours une conception graphique sublissime. Avec des petites surprises sur les dernières pages. J'adore, je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion d'en croiser. Moi, j'aime beaucoup quand les éditeurs laissent des petites surprises sur des pages qu'habituellement on ne lit pas. Mais moi, je suis curieuse jusqu'aux dernières pages. Donc voilà. Je peux pas vous donner de coup de cœur pour ce livre actuellement parce qu'en plus je l'ai même pas fini. C'est un book haul où en fait c'est même pas des book hauls. Mais en tout cas je peux vous dire que j'ai un gros coup de cœur sur cette maison d'édition et que probablement en mars je ferai un mois focus sur cette maison. Là j'avance comme je peux pour tout en les savourant quand même. C'est un peu l'essentiel. Mais j'essaie de mettre un petit peu la priorité sur cette maison pour faire un mois de mars vraiment qui les mette en valeur parce que c'est très très beau. Une petite maison bordelaise. Voilà, que je ne rate plus. Je vais sur toutes leurs parutions. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai 2 autres. Voilà, j'en ai trouvé 2 autres ce mois-ci parce qu'il faut quand même que je complète ma collection. Hein. Donc avant le repos, il est sorti en janvier, mi-janvier je crois. Et donc là on est vraiment sur un texte, donc déjà on est un texte d'Elena Giannini Bellotti, donc une auteure italienne. Et on va être sur un portrait de femme, voilà, un portrait de femme. Et ça va nous parler aussi de domination masculine. Donc là on est vraiment sur un texte qui est plutôt bien pensé par rapport à l'actualité. Une actualité d'actualité depuis bien trop longtemps, malheureusement. Voilà, donc celui-ci, un texte féministe. Mais je peux vraiment rien vous en dire parce que celui-ci, j'ai pas lu les premières pages.
Et pareil, Ilona, ma vie avec le poète, donc de Jana Juranova, donc une auteure slovaque. Ouais, c'est ça que j'aime aussi avec les éditions d'eau, c'est qu'on voyage. On voyage. On met vraiment en valeur des auteurs en fait, qui ne sont pas connus. Et il y a pas mal d'auteurs d'Europe de l'Est, il me semble, méditerranéens. Et moi, j'aime beaucoup parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. Voilà, et puis c'est tellement beau ces livres. Comment passer à côté? Et donc là aussi, on va être sur un roman que j'estime féministe, et ça va être l'histoire donc de Ilona, femme d'un poète, et qui vit un petit peu dans l'ombre de ce poète. Et donc une histoire de réalisation de femme. Voilà, comment... Je peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas non plus commencé. Ensuite, je me suis laissée tenter par L'Annie de Max Porter, paru au Seuil. C'est ça. Je suis complètement passée à côté de cette parution, donc de 2019, de l'automne, je crois. Et puis je l'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph, alors je me suis dit, bon, on va y aller. Donc je n'en sais absolument rien. Quand je vous dis que je suis passée à côté de la parution, c'est que je suis même passée à côté des chroniques sur cette parution. Donc j'ai quand même fait très très fort, parce que ça a été un grand succès de la rentrée. Donc voilà, je suis curieuse de voir, ça a l'air quand même un petit peu spécial. Donc il est question, si j'ai bien compris, de tresse de pensée, un tressage de pensée dans un village avec des personnalités très particulières, avec une entité un petit peu mystique, et les pensées d'un jeune enfant, Lani, qui a 6 ans, je crois. Un enfant, avec beaucoup de place donc laissée aux pensées de cet enfant. Donc voilà, je suis très curieuse, je peux pas en dire plus, mais si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de chroniques qui sont sorties, il me semble, à côté desquelles j'ai pris beaucoup de soin de passer. Voilà. Donc voilà, à voir, je ne sais pas ce que ça peut donner avec moi. Ensuite, ah oui non, il y a un certain nombre, hein. J'ai acheté Je suis au pays avec ma mère de Isabelle Pralong et Irène de Santa Anna chez Atrabile. Je ne connaissais absolument pas cette maison d'édition. Voilà, et en fait j'ai été subjuguée par ce travail, vraiment je l'ai trouvé incroyable. Alors déjà quand on commence les premières pages, hop, là c'est le début d'un témoignage avec plein de petits bureaux, une situation en fait psychanalytique. Et ça va être l'histoire d'une psychiatre, une psychologue, je ne sais plus précisément son statut, une psychologue qui va rencontrer Cédric, qui est un migrant, qui est en situation d'exil, qui arrive en Suisse. Il a fui son pays, le pays de sa mère, suite à l'assassinat d'une partie de sa famille. Et pour ne pas être lui-même victime du pire, en sachant qu'il a quand même vécu des choses traumatisantes, il va donc prendre le chemin de l'exil, il va arriver en Suisse et il va déposer en Suisse une demande d'asile. Et donc on va suivre cette rencontre entre la psychologue et Cédric à travers l'interprétation de ses rêves, dans lesquels est souvent présente sa mère, la représentation de sa mère. Et on va en même temps suivre ce que vit ce jeune homme, parce qu'il arrivait, il était mineur ou à peine majeur, je crois. Et donc voilà, c'est une histoire vraie. C'est l'adaptation de ce qu'a pu transmettre la psychologue de cette rencontre. Et j'ai trouvé ça absolument remarquable. Et donc ce livre-là, je l'ai acheté parce que les sujets qu'il aborde m'intéressent particulièrement, mais aussi parce qu'il est vraiment, j'en suis ravie. Il fait partie de la sélection officielle du festival de la BD d'Angoulême. Donc voilà, c'était une petite mise à jour pour moi, et en même temps, ça vient grossir la partie de ma bibliothèque sur les questions de migration, d'exil et d'accueil. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur Par-delà nos corps de Bérengère Cournu.
pardon, Cornu. Donc aux éditions du Tripode. C'était un achat pas du tout prévu, et en fait, je suis allée dans une librairie, il était mis en coup de cœur, et sur la 4e de couve, on nous présentait les choses comme une femme a été amoureuse durant la guerre, la Première Guerre mondiale, d'un homme, le 3e homme parce qu'elle était mariée. Cet homme lui a envoyé une lettre pendant la guerre, elle n'a plus jamais eu de nouvelles, et 35 ans après, je crois que c'est ça, ou 30 ans, une trentaine d'années après, elle se décide à lui répondre. Et moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, 4e de couverture, moi j'y vais. J'y vais direct. Sauf que j'ai loupé... Oui, je l'ai lu. J'ai loupé une petite... Enfin, j'ai pas porté beaucoup d'attention sur un morceau de phrase dans la 4e de couve, à savoir le miracle de la maternité. Et il se trouve qu'on parle plus dans ce livre de miracle de maternité que d'autres choses, en tout cas de ce qui m'intéressait davantage. Donc voilà, je ne vais pas en parler plus. Si vous aimez la maternité, vous pouvez y aller. Si vous êtes sensible en tout cas aux questions de maternité, ce qui n'est pas mon cas, voilà, vous pouvez y aller. Il a des qualités et malgré ça, je me suis infiniment ennuyée. Donc celui-ci, il passe dans le book haul, mais je pense pas développer davantage en point lecture. La chronique sur le blog sera suffisante, oui, je crois. Dommage, ça s'annonçait être magnifique. Je vais éviter de trop développer, hein, parce que là, le book haul se transforme un petit peu en point lecture malgré tout. J'ai acheté Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo, le premier volume qui est paru chez Le Lézard Noir, donc une maison que j'aime beaucoup aussi, une maison qui est à Poitiers. Et donc la couverture est absolument sublime. Ce sont des mangas sur des formats moi, que j'adore. Je trouve que vraiment on en a davantage, c'est con, c'est un peu trivial ce que je vais dire, mais on en a davantage pour notre argent en achetant ces formats chez Le Lézard Noir que des mangas classiques dans d'autres maisons qui s'abîment assez vite. Même s'il y a différents niveaux de qualité aussi dans les autres maisons, bien sûr. Donc, en tout cas, moi, Le Lézard Noir, j'y vais très très facilement. Et donc, il est question d'une jeune fille, comment s'appelle-t-elle déjà? Shiori. D'une jeune fille qui est un peu perdue, qui est victime de maltraitance, qui est un petit peu seule. Elle est seule, elle fait des choix pour survivre, mais qui risquent aussi de la détruire de la même manière. Donc c'est une jeune fille voilà, qui a besoin d'aide, mais qui doit aussi accepter les mains qu'on lui tend, parce que la vie fait qu'elle n'a plus confiance en grand monde. Et on va aussi avoir le lieutenant Yamada, qui lui est un homme que la vie n'a pas épargné non plus, de façon différente que cette jeune fille, mais voilà, il va reconnaître en elle quelque chose et il va faire en sorte de l'aider. Voilà, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes blessées. Voilà, donc moi, la 4e de couve, elle me fait immensément envie. Je l'ai lu, mais je vous en dirai pas plus. Et c'est vraiment, les dessins sont très très beaux. Ils sont très très beaux. Je vous tease un petit peu. Hein. Non, je vous montrerai pas, il faudra aller feuilleter. Ensuite, allez, on va y arriver. Je me suis trouvé Lien de sang. Donc, ce qui est une adaptation faite par Damian Duffy et John Jennings. Donc, une adaptation du roman d'Octavia E. Butler aux éditions Presque Lune. Alors, il se trouve que Octavia Butler est une auteure que je ne connaissais pas du tout. Et l'une des rares auteurs de science-fiction à avoir abordé les questions de racisme et de ségrégation aux États-Unis dans ses œuvres. Donc c'est vrai que moi, bon alors, je lis pas de science-fiction, faut dire. Donc mon point de vue est complètement biaisé, mais j'ai pas l'impression que ce soit un sujet énormément traité, qu'on fasse des parallèles avec d'autres choses, oui.
Mais spécifiquement la ségrégation aux États-Unis dans des œuvres de science-fiction, j'ai pas le sentiment. Si vous avez des titres, vraiment, je prends à 100%, même à 200%. Le sujet de ce livre, c'est une jeune femme afro-américaine dans les années 70 qui, elle ne sait pas comment, va se mettre à voyager dans le temps et va se retrouver, sans pouvoir le prévoir, au XVIIIe siècle, si je dis pas de bêtises, c'est tout à fait ça. Donc, à un moment donné, c'est quand même pas terrible. Donc, elle va remonter, elle va voyager dans le temps et elle va se rendre compte qu'à chaque fois, elle doit sauver un jeune homme, un jeune garçon, qui va grandir au fur et à mesure. Et ce jeune garçon se trouve être son ancêtre, l'un de ses ancêtres. C'est un jeune garçon blanc et elle savait qu'il y avait justement, après avoir fait des recherches généalogiques, elle savait qu'il y avait ce jeune homme dans son histoire familiale. Donc elle va le sauver parce que si elle ne le sauve pas, elle peut dire au revoir à sa propre existence. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et elle va être amenée à retourner plusieurs fois dans le passé sans pouvoir le prévoir au fur et à mesure que ce jeune garçon devient un jeune homme, puis un homme, etc. Et plusieurs questions morales vont se poser. Et déjà vis-à-vis de ce garçon puis de cet homme, mais aussi il va être question tout simplement de la ségrégation et elle de sa propre survie dans le passé alors qu'elle vient pour sauver ce garçon-là qui est le fils d'un propriétaire d'une exploitation de coton. Voilà, donc je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé parce que ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, moi j'arnaque tout mon monde, je peux dire j'ai lu la science-fiction, c'est pas vrai que je suis fermée, j'ai lu la science-fiction. Ouais. Donc voilà. Pareil, presque lune, je commence à m'y intéresser d'un peu plus près. Ensuite, je vous jure, je ne sens plus mon derrière. Mais voilà, il n'y a plus grand chose. Ensuite, je me suis lancée dans le spin-off Mustafukaz Loba Loca, donc qui est paru. Je les ai achetés là en janvier, mais ils sont sortis entre octobre et décembre 2019. Donc ce sont des séries limitées. Il s'agit donc du spin-off de Mustafukaz. J'espère que je le dis correctement. Lui, paru il y a maintenant quelques années. Je ne connaissais pas du tout. Mais c'est en tombant dessus au travail où vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations. Je vais vous en montrer une page. Je prends mon temps, je sélectionne. Hop. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Enfin, je me suis surpris à beaucoup aimer surtout. Et donc ce sont des éditions limitées pour le moment. Les 3 suivants vont sortir à partir de février. Et voilà, et donc là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Guada, une adolescente qui est confrontée à plein de questionnements liés à son âge et à cette période de sa vie, mais qui est aussi confrontée à sa propre violence. Elle a une colère qui peut être complètement incroyable, elle peut partir vraiment dans une fureur absolue et devenir très très violente. Et on va suivre certaines péripéties de sa vie, pas mal d'injustices à plusieurs niveaux, des violences. À la fois, on va être sur un certain malaise lié à la sexualité, une violence sur du harcèlement, on va être sur une violence institutionnelle, de la violence médicale. Et il va aussi être question de la recherche de son passé, parce qu'elle ne connaît absolument pas son père, elle ne l'a jamais connu, et c'est un gros manque dans sa vie. Et donc ça va être aussi une quête que d'en apprendre davantage sur son père et d'en savoir plus de cette manière sur elle-même aussi. Il va être aussi question de canalisation de la violence, en tout cas je sais pas si c'est bien formulé, mais de comment capitaliser sur cette violence tout en la canalisant. Et donc il va être question de catch. Donc j'ai trouvé ça assez surprenant, assez chouette. Donc moi
vraiment... Mais je fais un book haul, mais en fait, je vous fais un avis lecture, c'est terrible. Et donc, je n'en dis pas plus. Voilà. Et allez-y. Enfin, je dis allez-y, mais le premier tome est épuisé. Attendez, il y a ma frange qui fait n'importe quoi. Le premier tome est épuisé, il me semble, donc ça va être difficile à trouver maintenant. Si vous connaissez des gens qui l'ont, vraiment, lisez-le. Enfin, empruntez-le, pardon. C'est voler? Non, non, c'est pas bien. Je n'encourage pas le vol. Et sinon, ils vont sortir, pardon, en intégrale. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça sort en chapitre. Vraiment. Et le dernier, courage. Voilà, mon dernier achat du mois de janvier, ça a été cette anthologie chez Bruno Doucet, donc qui est une maison d'édition qui publie principalement de la poésie, mais qui publie aussi dans sa collection Sur le fil des récits liés au courage aussi, et pas mal à la résistance. Ce sont des portraits en fait, des portraits de personnes qui ont marqué l'histoire, voilà, et qui ont souvent été victimes de leur temps et de la politique de leur temps. Donc pour accompagner en fait le Printemps des poètes, Bruno Doucet tous les ans publie une anthologie, et cette année il s'agit de 10 variations sur le courage et un chant de résistance. Donc voilà, j'ai décidé que cette année ce serait mon compagnon pour le Printemps des poètes, et je suis d'autant plus fière et proche de ce livre qu'une amie qui m'est très proche a participé à cet ouvrage, à la traduction d'un des poèmes qui se trouve dans le livre, donc je suis très très fière. Mon cœur explose de fierté. Voilà, je trouve ça magnifique. Et je pense qu'il y a pas mal de pépites dedans qui me restent encore à découvrir. Et autant je lis pas beaucoup de poésie, mais c'est vrai que quand je veux en lire, je vais très facilement vers les éditions de Bruno Doucet, parce que je sais pas, il y a vraiment un engagement humaniste qui me parle beaucoup dans cette maison. Voilà, j'apprécie beaucoup leur travail. C'est vrai que j'ai plus tendance à collectionner et à dévorer les livres de la collection Sur le fil, mais généralement, si j'ai une petite envie poésie, c'est Bruno Doucet. Et donc là, je pense que je vais découvrir pas mal d'auteurs qui éventuellement pourront me faire découvrir d'autres maisons, s'ils ont été aussi publiés dans d'autres maisons. Et voilà, et c'est vrai que voilà, il y a des auteurs quand même que j'ai déjà lus, notamment Seija Stoichka, qui avait été publié en 2018 déjà chez Bruno Doucet, une très très belle publication qui s'appelle Auschwitz et mon manteau. Et donc voilà, c'est un petit peu... ça va être mon copinou du printemps. Voilà. Je vous remercie d'avoir tenu. J'ai beaucoup trop parlé. Il va falloir moi aussi, comme Guada doit canaliser sa colère, que je canalise mon cerveau, mon portefeuille, et aussi que je me cadre davantage, parce que là il y a eu quand même quelques petits points lecture qui se sont faufilés. J'ai pas réussi à me contrôler, mais si ça peut quand même vous faire craquer, vous donner envie de les découvrir, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté, ce qui a vraiment rejoint de manière magnifique votre bibliothèque ce mois-ci, éventuellement ce que vous comptez acquérir en février, ce que vous avez déjà repéré. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, et puis on se retrouve très très vite pour un point lecture, cette fois-ci beaucoup plus sérieux, peut-être un petit peu plus préparé aussi. Voilà. Je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt.